Et nous y sommes d'ailleurs. Donc, c'était une affaire de seconde. Firmin Sossou, bonjour. Bonjour, Jésus-Christ. Merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes un journaliste. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. En face de vous, Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles-Christ. Vous êtes un acteur politique. Merci également d'être venu sur ce plateau. Alors, Antoine Adoukonou, je commence avec vous. Les anciens chefs d'État, à savoir Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yahi, et puis aussi d'autres leaders de l'opposition, candidat Zanaï en l'occurrence, et d'autres personnalités non moins importantes, ont donné un point de presse, une conférence de presse, j'allais même dire avant-hier. Ils se sont prononcés sur l'actualité nationale et on retient globalement que ça ne va pas et il faut revoir le code électoral, la charte des partis politiques en urgence avant les prochaines élections. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je pense que l'opposition a le droit de donner ses points de vue, parce que nous sommes en démocratie, mais quand même, il faut que l'opposition respecte quand même les tests. Vous savez que le Bénin est parti à une convention de la CEDEAO qui interdit que les lois électorales ne peuvent être touchées à 6 mois des élections. Et que si éventuellement on devait le faire, il faut vraiment que toute la classe politique se réunisse. Et je pense qu'ils ont adressé hier une lettre au chef de l'État pour pouvoir inviter la classe politique à se réunir. Ça veut dire d'abord que même si on devait toucher les tests là, il faut d'abord une opération préalable compte tenu du code ISPS auquel on est parti. Maintenant, la question fondamentale qu'il faut se poser, quel est le mal? Où est l'urgence qui permet d'aller jusqu'à ce seuil? Je le dis parce que l'article 50 du code électoral a été clair qu'aucun report de la date des élections n'est possible, sauf cas de force majeure. Et je pense que les problèmes qu'ils sont en train de poser par rapport à la vie des partis politiques, cette question a été déjà débattue par la Cour dans sa dernière décision en constatant que le fait que les gens ne se sont pas conformés à la charte des partis politiques qui est promulguée depuis le 17 septembre n'est pas un cas de force majeure. Donc lorsque nous ne sommes pas dans un cas de force majeure, je ne vois pas ce qui peut expliquer qu'on reporte les élections, qu'on fasse ceci. Il faut qu'il soit précis, qu'est-ce qu'il revendique en réalité. Il faut qu'on aborde ces questions-là. D'accord, voilà. On va y revenir tout à l'heure. Firmin Sossou, globalement, est-ce que leurs reproches sont fondés? Ce n'est pas du tout fondé. Moi, je regrette vraiment parce que quand on voit à la table ceux qui ont organisé la déclaration, on voit leur parcours politique, on se demande si cette opposition est vraiment organisée. Je pense que Éric Mouloté, c'est plus de 13 ans d'opposition déjà. Si je compte les 10 ans d'opposition au régime de Boni Yahi, quand je prends candidat Zanaï, c'est environ 15 ans avec les 10 ans d'opposition à Kérékou. Et quand je prends Philippe Noudianoumé, mais c'est un membre de PCB. Vous voyez, des années, des dizaines d'années d'opposition à des régimes successifs. Et quand on voit tous ceux-là organisés et qu'ils font de telles déclarations, je me demande si l'opposition est vraiment organisée. Nous assistons à une opposition mécanique, excusez-moi le thème, une opposition mécanique qui ne sait pas là où elle va, parce que face à un régime comme celui du président Patrice Talon, qui est un homme bien organisé, un homme, un génie simplement, disons-le, parce qu'à travers cette décision, il sait déjà là où il va. Mais ça ne dépend pas de là où on est. Si vous parlez d'opposition mécanique, eux, ils diraient qu'ils assument pleinement leur rôle d'opposition. Non, mon frère, il suffit de lire la déclaration. Oui. Et comme cela ne suffisait pas, hier seulement, ils ont conduit encore un autre communiqué. Oui. Et ils ont répété les mêmes choses. On demande aux chefs, on dit eux-mêmes, ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Ils disent que, par exemple, aucun bloc n'a juste là eu l'autorisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore rempli les formalités. Il ne revient pas à eux de parler de ce qui se passe dans la mouvance présidentielle. L'opposition doit s'organiser. À la date d'aujourd'hui, en temps normal, ils devraient nous dire à cette déclaration, ah oui, nous sommes entendus,
nous allons aux élections sur une liste unique. Nous avons rempli les conditions qu'il faut. Sur les 423, nous avons déjà tel nombre, avec leurs suppléants du moins, nous avons déjà tel nombre de candidats qui ont déjà rempli leurs formalités en ce qui concerne le quitus fiscal. Nous sommes à jour pour aller aux élections. Nous sommes prêts, nous sommes préparés. Parce que quand on est dans l'opposition, on devrait être plus actif, même en ce qui concerne l'organisation des élections, c'est-à-dire se préparer pour être à jour et tout faire pour avoir la majorité à l'Assemblée. Mais si c'est à l'heure là, c'est ceux-là qui se réunissent encore pour dire il y a telle chose qui ne va pas, le ministère de l'Intérieur fait non, mes frères. Je vous demande tout simplement d'observer ce qui se passe et vous saurez que ceux-là, ils ont peur de la compétition. Ils ont vraiment peur de la compétition. Ils clament partout que c'est le compétiteur né qui ne veut pas aller à la non. La mouvance présidentielle, on voit que les gens sont organisés. Et ils sont en train de mettre tout en œuvre pour faire vraiment un chaos. Mais on ne peut pas dire qu'eux aussi ne sont pas organisés. Mais il suffit de voir ce qui se passe. Ça peut être leur cuisine interne. Non, cuisine interne. À moins qu'ils choisissent la voie de la distraction, c'est-à-dire distraire l'opinion et peut-être se voir à l'interne et discuter. Mais je ne vois pas, parce que quand vous voyez ceux-là, l'opposition actuellement, excusez-moi le thème, c'est un panier à crabes. Ah bon? Qu'est-ce qu'on le fait dire? Mais quand même, on a vu des mariages incestueux. Ceux qui se retrouvent aujourd'hui, vous voyez, Candide Azanaï s'entendent facilement accorder certaines choses au FCB, Boun Iaï qui, du moins, veut tout contrôler, à Djavon avec les cas de trahison qu'il a vécu, soi-disant, il va composer avec ceux-là. Il se dit trahi. Mais ils disent qu'en politique, il n'y a jamais d'amis éternels ni d'ennemis éternels. Tout est question de circonstances et des intérêts du moment. Alors, Antoine Aloukonou, ils ont notamment reproché à la Cour et à la Sénat d'instituer le certificat de conformité qui, selon eux, est une pièce illégale. Ils ont parlé notamment d'illégalité de cette pièce-là. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que voilà les questions essentielles. Nous allons apprécier de façon technique ce problème de certificat de conformité. Oui. Ils disent que c'est une pièce additionnelle. D'accord? Je répondrai en partie oui, si je dois me référer à l'article 46 du Code électoral qui cite les pièces, qui cite normalement les pièces qui permettent d'aller aux élections. C'est-à-dire que dans les pièces, il n'y a pas une pièce qu'on appelle certificat de conformité. Et là, je dirais oui. Mais je dirais non si je dois rentrer dans l'esprit des tests. Parce que les tests disent que ce sont les partis politiques qui iront aux élections. Et on n'est pas constitué parti politique sans que le ministère de l'Intérieur, qui, au regard de l'article 17 du Code de la Charte des partis politiques, est le dépositaire administratif des partis politiques, n'ait délivré un récépissé. Ça veut dire que le certificat dont on parle est sous-entendu par le mot parti politique. On n'est pas parti politique sans avoir cette pièce-là. Voilà. Le problème qui se pose ici, c'est que il se fait que, au regard de l'article 56 de la Charte des partis politiques, le délai qui est accordé aux partis politiques anciens pour pouvoir se conformer aux nouvelles dispositions court du 17 septembre au 17 mars. Le dépôt des dossiers à la Sénat est prévu du 21 au 26 février. La problématique ici, c'est quoi? Du 21 au 26 février, tous les anciens partis politiques conservent encore leur personnalité juridique. D'accord? Oui. Et peuvent en réalité aller déposer les dossiers en tant que parti politique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'ils déposent les dossiers tout en n'étant pas conformes aux nouvelles dispositions et que le 17 mars, ils n'arrivent pas à se conformer? Ça veut dire qu'ils déposent les dossiers entre le 21 et le 26 et le 17 mars. S'ils n'arrivaient pas à remplir les conditions, ils perdent leur personnalité juridique. Parce qu'il n'existe plus en termes de parti politique. Parce que le délai finit le 17 mars. Mais la pièce demandée n'existe dans aucun texte. Non, j'en viens. J'explique les choses pour que les gens puissent comprendre tout ce qui a poussé la Cour à introduire cette pièce-là. D'accord? Oui. Si le 17 mars, si on accepte, bon, allez déposer les dossiers.
parce que vous êtes toujours parti politique, et que le 17 mars, les gens n'arrivent pas à se conformer, et ils perdent leur personnalité juridique, et que les élections sont prévues pour le 28, est-ce qu'ils iront aux élections sans être parti politique? La Cour s'est trouvée devant l'option. Entre deux crises, il faut choisir le moindre. Si les gens déposent les dossiers et que le 17 mars, la Sénat leur retourne les dossiers pour dire, bon, j'ai pris vos dossiers, mais il se fait que à partir du 17 mars, vous n'existez plus comme parti politique, vous n'avez pas rempli les conditions, je vous retourne les dossiers. Imaginez tout ce que cela va amener. Et donc, la Cour constitutionnelle est dotée d'un pouvoir exceptionnel inscrit dans l'article 114 de la Constitution. Et de se mettre au-dessus de la loi, c'est ça? Oui, la Cour peut violer le code électoral. Ce que vous dites est très grave. Non, ce n'est pas aujourd'hui seul. Je vais vous donner des exemples. Allez-y. C'est pourquoi je suis venu avec ce document. C'est quoi le document? C'est écrit par le docteur Gilles Barré. Les attributions originales de la Cour constitutionnelle. C'est l'actuel secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Et tous les politiciens, les opposants, je leur dis de le faire. De lire ce document. Parce que c'est une prérogative que la Cour a utilisée depuis 1990. Lorsque nous sommes dans des cas exceptionnels, la Cour peut prendre des décisions exceptionnelles. En 2001, vous vous rappelez que le second tour, Nicéphore Soglo a désisté. Rumbeyi aussi a désisté. Et Soglo a désisté le 16 mars, alors que l'élection est prévue pour le 18 mars. La Sénat a déjà confectionné les bulletins. La Sénat étant trouvée dans l'impossibilité d'organiser le scrutin, a saisi la Cour. Et la Cour a reporté les élections. La Cour s'est basée sur quel article du Code pour reporter? Aucun article. Aucun article. La fois passée, le COS-LEPI n'a pas pu produire les cartes d'électeurs à temps pour tous les électeurs. Certaines régions en ont eu, d'autres n'ont pas eu. Oui. Et les élections restent quelques jours. Qu'est-ce qu'on a fait? On a saisi la Cour. La Cour a dit, ceux qui ont les anciennes cartes d'électeurs et qui n'ont pas pu avoir les nouvelles peuvent utiliser les anciennes cartes d'électeurs pour aller aux élections. La Cour a trouvé l'article là-haut. Aucun article n'a prévu ça. Donc, ces pouvoirs exceptionnels sont donnés à la Cour pour que lorsque le danger se pointe, la Cour en tant qu'arbitre des acteurs politiques qui sont très rusés puissent prendre une décision allant dans le sens de la paix. C'est ça. Donc, la Cour aujourd'hui a vu que, compte tenu de la situation qu'on est en train de vivre, il préfère que les partis politiques qui doivent déposer les dossiers soient déjà des partis politiques acceptés par le ministère de l'Intérieur. Et donc, le ministère de l'Intérieur a été autorisé pour donner un certificat de mise en conformité. Donc, ce certificat permet simplement de savoir que oui, ces partis existent, ils peuvent aller aux élections. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont rempli toutes les conditions prévues par la loi. Non, 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 non. Oui. C'est un pouvoir exceptionnel que la Cour donne au ministère de l'Intérieur pour pouvoir faire les choses en sorte que la paix règne. Donc, ne me dites pas qu'on a violé la loi, on a violé ceci. Non, la Cour peut violer lorsque vraiment, ce n'est pas le code seul, même la Constitution. La Constitution, c'est très grave, hein? La Cour est garante du respect de la Constitution. Je vais vous donner encore un exemple. Parce que ça dépend de ce que nous mettons dans violation. Okay. Puisque moi, parce que le même violer, ça peut être trivial. Non, pour moi, ce n'est pas une violation. Puisque moi, je comprends que la Cour a ce pouvoir exceptionnel. Mais pour vous qui ne comprenez pas, pour vous, c'est violation. Ah, mais vous ne pouvez pas le dire. Rien ne prouve que nous ne comprenons pas. On est là pour poser les questions que se posent les populations. Je vais vous donner encore un exemple. Oui. En 2006, à la fin de la 6e législature, les députés ont révisé l'article 80 pour pouvoir faire passer le mandat des députés de 4 ans à 5 ans par 71 voix pour. Ça veut dire que ils ont rempli les critères de 4/5 prévus par la Constitution et on n'avait pas besoin de référendum. D'accord? Mais qu'est-ce que la Cour a fait? La Cour a introduit une nouvelle notion de consensus national en disant que le mandat de 4 ans qui est dans la Constitution a été obtenu dans le cadre de la conférence nationale et que les députés à eux seuls ne sauraient rester
dans les 4 murs de l'Assemblée nationale pour modifier la durée. Vous voyez? Parce que la Cour voyait que si jamais on accepte ça là, le président qui est là va rester et ça sera très cher pour le pays. Pour ne pas en arriver là, la Cour a introduit cette notion-là. Cette notion n'existe pas dans la Constitution. Donc, la Cour, en tant que juge interprète authentique de la Constitution, a le pouvoir dans son interprétation. La loi, c'est quoi? C'est un consensus, on prend les décisions pour préserver la paix. On ne prend pas les décisions pour plaire à l'opposition ou bien pour plaire à la mouvance. On prend les décisions pour préserver la paix. Merci, merci beaucoup. On va évoluer, mais on le rappelle une fois encore, nous, notre job, c'est de vous poser les questions. Oui, et le vote, c'est de répondre et d'éclairer. Très bien. Vous comprenez. Oui. Vous ne savez pas ce que nous comprenons. Non, moi, je n'ai pas honte de dire que la coupe est violée. Si amenez les opposants ici. D'accord. Firmin Sossou, on va évoluer dans ce débat. Oui, d'accord. Oui. On va évoluer. Firmin Sossou, pourquoi l'opposition trouve d'illégal la charte, le certificat de conformité qu'aujourd'hui se retrouve très très essentiel pour aller aux élections? Non, je pense que c'est des alibis. Au fait, ils ne sont pas encore prêts pour la compétition, comme je l'ai dit. Vous savez, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, ils ont rempli toutes les formalités qu'il faut déjà contenues dans l'achat des partis politiques? Nous ne le savons pas. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Donc, ils sont juste en train de chercher des alibis. Et quand on voit autour de la table de la déclaration, comme je l'ai dit, des personnalités, 2 anciens présidents de la République, on se demande ce qui se passe quand même. Sous Soglo, on a vu le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Sous Boniaï, on a vu pendant 10 ans, on a vu le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ça ne les empêche pas de dire ça ne va pas. Je suis parfaitement d'accord, mais avec cette opposition, ils devraient entendre nous servir un bon débat. C'est-à-dire, il fait des déclarations de personnes vraiment préparées pour la chose. Parce qu'ils ont des expériences. Fondamentalement, ils estiment que ça n'existe ni dans le code électoral, ni dans la charte des partis politiques, que le certificat de conformité délivré par le ministère de l'Intérieur était prévu. Je vais vous dire, moi, je suis journaliste. Oui. Quand au Bénin, on veut créer un journal, on vous dira que c'est une demande d'autorisation. Mais les gens vous diront qu'il faut avoir l'autorisation auprès du ministère de l'Intérieur. Cela a toujours évolué comme ça. Même si dans la loi, on dit qu'il faut juste une autorisation, c'est-à-dire pas une autorisation, c'est à titre déclaratif. Donc il fallait juste faire une déclaration au ministère de l'Intérieur et commencer par éditer. Mais on vous dira qu'il faudrait avoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Il y a le test, mais il y a l'esprit des tests. C'est pour nous permettre quand même d'être conformes à ce qui se passe. Parce que le ministère de l'Intérieur, dans le cas présent, l'institution habilitée a dit, ah oui, les pièces sont à jour, on peut permettre à un tel parti politique de participer aux élections. Au cas où. Parce que, n'oubliez pas, nous sommes à l'ère du système partisan. Et nous sommes en train d'œuvrer pour la réduction, d'accord, du nombre de partis politiques. Donc, il se trouverait que, à un moment donné, le nombre de partis nécessaires pour aller aux élections, d'accord, n'est pas réuni. Ce nombre n'est pas réuni parce que dans les calculs après, on dira qu'il faut, si 3 partis ont 10% et tout ça là. Donc, le ministère de l'Intérieur, au vu des pièces, il peut avoir une pièce qui manque, mais le ministère va donner l'autorisation, le certificat pour dire oui. Ce parti-là peut participer aux élections. Et il n'y a pas que le certificat qui pose problème, il y a également le quitus fiscal. Le quitus fiscal, quand on dit ça là, fait que, en réalité, ça énerve les vrais entrepreneurs. Ceux qui, pendant des dizaines d'années, ont toujours payé leurs impôts et qui ont contribué, d'accord, au développement de ce pays. C'est à croire que quand on est politicien, on ne devrait pas payer ses impôts et pour aller aux élections, il suffit simplement de réunir des sous de campagne et autres et c'est terminé. Non! Nous sommes aujourd'hui, notre pays a besoin des gens dignes à l'Assemblée. Et pour être un député, il faut être à jour vis-à-vis du fisc. Ceux-là, ils ne font pas. La majorité en temps normal. S'ils étaient des vrais politiciens, ils devraient être des gens, d'accord, qui s'occupent rien que des actions entrant dans le cadre de la gestion de la cité. Donc, ils ne devraient pas avoir tant d'entreprises. Non, mais quand même.
Pour eux, hein, le quitus fiscal est une persécution fiscale pour les potentiels candidats. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, d'accord, ils ont payé leurs impôts et ils ont demandé à l'impôt, ils ont demandé à la DGI du moins d'avoir leur quitus fiscal et on leur a refusé de délivrer le quitus fiscal. Si cela, un cas pareil arrive, on saura quand même que le régime est dans des manœuvres pour empêcher des opposants d'aller aux élections. Mais si ce n'est pas le cas et qu'ils supposent juste que quitus fiscal c'est pour bloquer, non, nous sommes en politique et on sait que habituellement au Bénin c'est des discours, on parle, on laisse les tests, on laisse la réalité et on polémique autour. Surtout que nous sommes aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux, on pense qu'on peut utiliser, on peut manipuler l'opinion publique. Non, le peuple béninois est vraiment mu aujourd'hui avec toute la sérénité avec laquelle le régime gère les actions de l'État. On pense qu'on ne devrait plus être dans ces jeux, d'accord, dans ces jeux de ping-pong. D'accord. Antoine Adoukonou, sur cette question de quitus fiscal, ils ont employé une expression terrible, une mascarade à la Direction générale des impôts. Ils estiment que les candidats qui devraient même normalement avoir le quitus fiscal ne l'obtiennent pas. Oui, ils n'ont pas le quitus fiscal. Pourquoi? C'est pas ne pas avoir. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous n'avez pas? C'est ça la C'est tellement leur appartenance à l'opposition. C'est faux. Si on le suit. Non, c'est faux. C'est faux. Puisque le processus se fait en ligne. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà eu leur quitus fiscal. L'opération se fait en ligne. Et lorsque vous finissez l'opération en ligne et que vous êtes acquitté de vos impôts, mais c'est le fisc même qui vous appelle pour vous dire votre quitus est prêt. Voilà. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre la loi et sa mise en œuvre, je vous l'ai toujours dit. Seulement parce que vous êtes en difficulté pour payer vos impôts, que le quitus fiscal qui a été prévu est mauvais. Pour le pays, c'est bon. Puisque c'est le député qui consent l'impôt. C'est lui qui fixe les impôts. Si tu dois payer, tout ce que vous faites dans la télé ici maintenant, les impôts que vous payez, c'est le législateur qui l'a prévu. S'il veut, il augmente. S'il veut, il diminue. Celui à qui on a donné ce pouvoir, et que lui-même, lui ne veut pas être un exemple, et lui ne veut rien payer, et c'est les autres qui vont payer, et qu'aujourd'hui, on a trouvé une solution pour dire oui, même si tu ne payes pas tes impôts, si tu veux encore être député pour jouer ce rôle-là, il faut que tu sois à jour vis-à-vis du fisc. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là? Il faut qu'on se dise la vérité. Le problème, c'est quoi? Nous, les hommes politiques, y compris moi-même, nous ne sommes pas des exemples. Quand nous sommes avec le pouvoir, nous ne payons pas nos impôts. Ayons le courage de le dire. Pendant 10 ans, pendant 20 ans, vous pouvez trouver des hommes politiques qui n'ont jamais payé leurs impôts, alors qu'ils ont des immeubles, ils ont des centaines de parcelles dans le pays, ils ont des entreprises sous-jacentes, et tout ça là, ils se font protéger par le pouvoir. Je ne m'exclus pas, hein. Je dis les hommes politiques que nous sommes. Nous ne sommes pas des exemples. Et maintenant, si aujourd'hui, le quitus fiscal, qui signifie que vous devez payer tous vos redevances fiscales, s'impose aujourd'hui, vous voyez, vous pouvez payer 20 ans d'impôts, vous pouvez 15 ans d'impôts, 10 ans d'impôts. C'est là le problème. Le vrai problème, c'est la difficulté qu'on a à s'acquitter de ces redevances fiscales qui fait qu'on se cache derrière pour dire que c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Non. Moi, je pense que, comme mon électeur l'a dit, si quelqu'un a fini de payer ses impôts et qu'il n'a pas le quitus là, il n'a qu'à venir pour dire oui, voilà, j'ai fini, voilà les preuves, j'ai fini de tout payer, mais je n'ai pas mon quitus fiscal. C'est ce que nous voulons entendre. Pas plus que ça. Pour que nous puissions savoir que, non, il a tout payé, mais comme il est opposant, et je profite pour remercier le gouvernement et la DGI parce que si les opérations n'étaient pas en ligne, on n'allait entendre plus que ça. Ils vont dire, le DGI est en train de signer en cachette pour certains et il ne signe pas pour d'autres. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même le DGI, même s'il était candidat, il est obligé de payer ses impôts parce que le système est informatisé et tant que vous n'avez pas fini de payer vos impôts, vous ne pouvez pas avoir le quitus. Donc, nous attendons ces opposants-là qui viennent pour dire, voilà les preuves que j'ai fini de payer mes impôts et je n'ai pas mon quitus. C'est ce que moi je veux entendre. Voilà, Firmin Sossou, il demande également un amendement du code électoral. Qu'en pensez-vous? Non, c'est pour créer l'impasse.
C'est pour créer Ils l'impasse. mettent notamment en exergue l'article 242 qui parle des modalités de validation, de répartition des sièges après les élections. Ils estiment que c'est très flou et ils l'ont dit. Non, on a convoqué, le président de la République a déjà convoqué le corps électoral, ce qui veut dire que la compétition est lancée. On ne change pas les règles au cours du jeu. Donc, ce qui demande, je vous ai dit, cette opposition n'est pas encore prête pour aller aux élections. Ils ne sont pas organisés. Ils se cherchent encore. C'est des gens qui se cherchent. Donc, ils vont chercher, ils vont trouver toujours des alibis pour dire que non, c'est le pouvoir en place qui ne veut pas organiser les élections, c'est le pouvoir en place qui ne permet pas la facilité des choses. Non, cette opposition n'est pas organisée. Je vous dis, il n'y a pas... On a quand même, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il faut encore convoquer la majorité. Au fait, l'Assemblée, l'animation de la vie politique, cela se fait à l'Assemblée. Mais avec leur minorité, ils ont pu bloquer la Constitution, le vote de la révision de la Constitution. Mais pourquoi ils n'ont pas pu bloquer le vote des lois? S'il y avait leur minorité, ils ne peuvent pas le faire. Ça veut dire que c'est le jeu démocratique et c'est la majorité qui emporte. Donc ils devraient normalement subir. Si nous sommes en démocratie, il faut savoir que la minorité a ses droits, la majorité aussi a ses droits. Et que lorsque c'est la voix de la majorité qui passe, il faudrait que la minorité accepte de subir. Et c'est le cas que nous vivons actuellement. Et ils doivent accepter. On dit qu'il faut amender. On va amender comment? On va faire référendum, c'est ça? Non, je vous lis alors ce qu'ils ont demandé précisément. Réunir sans délai toute la classe politique pour la recherche des conditions consensuelles à un amendement en procédure d'urgence du code électoral afin de corriger toutes les malfaçons normatives, les dénis démocratiques, notamment l'article 242 et les dispositions d'exclusion qu'il comporte. En temps normal, cela doit se faire à l'Assemblée ou bien ils ont envie de voir. Parce que nous avons un président de la République qui s'occupe vraiment des affaires de l'État. Il ne sort pas. Peut-être qu'ils ont envie de voir le président de la République, de regarder dans les yeux du président de la République. Non, mais vous exagérez. Non, je n'exagère pas. Oui. À l'Assemblée nationale, pour amender, ils ont des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Ces députés ont participé, d'accord, à l'amendement déjà de la loi. La loi a été votée et c'est la voix de la majorité présidentielle, d'accord, de la majorité parlementaire du moins, qui a remporté. Donc, il faut aujourd'hui subir. Nous ne sommes plus à l'heure où il faut faire des discours. Ça, c'est demander l'impossible. D'accord. C'est demander l'impossible. Voilà, Adoukonou, Antoine, ils ont également dit que le bloc de la majorité parlementaire qui a voté l'article 242 était frappé d'aveuglement. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Il était frappé d'aveuglement. Ce que je sais, oui. Je sais que pour voter une loi, il existe une procédure législative. Et lorsque la procédure n'est pas respectée, tout député a le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Entre la date où ils envoient la loi et sa promulgation, le député a le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle pour dire oui, tel que j'ai vu qu'on a voté les lois là, la procédure prévue par la Constitution, le règlement intérieur n'a pas été respecté. Est-ce qu'un député de l'opposition a saisi la Cour? Mais s'ils n'ont pas saisi la Cour, ça veut dire qu'ils ont compris que les procédures normales ont été respectées. La Cour a été saisie récemment sur cet article-là. Non, ça c'est après. Je dis au moment où on a voté la loi là. Pendant qu'on a voté l'article 242 là, les députés ont le pouvoir, tout député a le pouvoir de saisir la Cour. Pour dire, oui, sur l'article 242 là, moi j'ai vu qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ont vu que toutes les procédures ont été respectées. Et je dois rappeler que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Ce n'est pas parce que la démocratie, c'est les règles préétablies. Et on marche sur les règles. Lorsque la Constitution a prévu que la minorité peut bloquer la majorité en ce qui concerne la révision constitutionnelle, quand ils ont bloqué dans ce pays-là, personne n'a rien dit. Lorsque 22 députés ont bloqué une soixantaine là, on n'a rien dit. Parce que c'est ça les règles prévues. Mais pour voter aussi les lois, la majorité s'impose à la minorité. Donc, ils doivent subir. Parce que dans ce pays, nous on a subi le pipant. Vous vous rappelez, non? Quand les FCBE et consorts étaient majoritaires, là, nous on avait subi tout ce qu'on envoie là, ils votent. Vous qui?
Non, le peuple a subi. L'opposition d'alors a subi. Moi, j'étais opposant au président Yahi Boni. Ok. J'avais subi, j'ai fait 10 ans d'opposition au président Yahi Boni. J'ai subi parce que j'étais majoritaire. D'accord. Donc, le principe est universel. Voilà. Il n'est pas valable pour les uns et non valable pour les autres. Mais en réalité, l'article 242, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose. Oui. Pour vous dire que cette opposition-là, c'est une opposition qui en fait ne veut pas gagner. Parce que, oui, non, moi je ne suis pas un consultant juridique pour eux. Parce que quand les tests sont là, il y a beaucoup de manières pour contourner les tests. Je vais vous donner un simple exemple. Oui. Quand vous prenez l'article 242, en fait l'article 242 pose deux principes. Le principe d'attribution des sièges et le principe d'éligibilité. Le principe d'attribution des sièges, c'est ce qui existait. On a recopié intégralement l'article 352 de l'ancien code. C'est ça qu'on faisait, on restait seulement dans les circonscriptions. Aujourd'hui, le législateur a apporté un élément additionnel, le principe d'éligibilité. C'est-à-dire que on veut éviter les députés, on veut éviter les députés ou bien les partis politiques régionaux, communaux, d'arrondissement, de villages. Et on a dit, bon, si c'est ça, il faut d'abord être représentatif au plan national, parce que, conformément à l'article 80 de la Constitution, vous pouvez relire, on a dit que le député est l'élu de la nation tout entière. On n'a jamais dit que le député est l'élu d'une commune, ni d'un département. Donc, mais il est élu dans une circonscription. Très bien. Il est élu dans une circonscription, mais il n'est pas élu par la circonscription. Il faut faire la nuance. Il est élu dans une circonscription, mais il n'est pas élu par la circonscription. Et l'ancien mot de scrutin laisse à croire qu'il est élu non seulement dans la circonscription, mais il est élu par la circonscription. Et c'est ça qui explique la floraison des partis politiques que vous voyez. Parce qu'on crée le parti, et on organise le parti dans son arrondissement, et on sait que ça, la seule suffit pour se faire dire député. D'accord? Donc aujourd'hui, le législateur a voulu aller plus loin pour qu'on évite ça. Et l'article 242 pose donc le principe d'éligibilité. Bon, au regard de toutes les interprétations, ce que moi je peux vous dire de façon succincte là, il faut faire partie des 4 premiers. Ok. Tout résumé, c'est ça. Maintenant, il faut travailler pour. Non, écoutez, lorsque vous êtes 3 listes en compétition ou 4, vous êtes tous éligibles. La mouvance a créé 2. Si les autres se réunissaient en 2 blocs, tout le monde est éligible. Et le problème de 10% là, c'est fini. D'accord. Maintenant, ils ne veulent pas rester ensemble. Parce que Yahi ne veut pas perdre FCBE. Parce qu'aujourd'hui, la loi a supprimé les alliances. S'ils doivent rester ensemble, c'est qu'ils disparaissent. Voilà. Comme ils ne veulent pas disparaître, et ils veulent rester président à vie de leur parti politique, bon, ils n'ont qu'à subir l'article 242. D'accord. Déjà, avec 10 listes là, il y a 6 qui auront 0 député. Ça là, il n'y a rien à faire. C'est ça, le fait de dépasser 4 là, c'est ça le danger. D'accord. Très bien. Oui. Il faut qu'on évolue. D'accord. Ils peuvent rester entre les 4 là, et ils sont tous éligibles. D'accord. Déjà demain, commence le délai prévu par la Sénat. Non, quelle serait la suite? Parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas report. Non, le report... Le délai pour déposer les dossiers. Pour déposer les dossiers. Non, on ne peut pas reporter parce que la Sénat même s'est inspirée du code électoral. Oui. Alors, est-ce que les partis seront vraiment au rendez-vous? Au rendez-vous. Non, non, moi, les partis s'organisent déjà. D'accord. Moi, je suis dans un parti, je sais comment ça se fait. Très bien. Le problème fondamental, c'est que le ministère de l'Intérieur arrive à délivrer le certificat de conformité. Très bien. Et justement, par rapport et je propose même qu'on délivre à tout le monde. Pour qu'on ne dise pas que c'est parce qu'on ne veut pas que quelqu'un... Non, la Cour a bien fait. Même si vous n'êtes pas à jour là, on peut vous délivrer ça. Merci beaucoup. Par rapport à ce délai-là, est-ce que les partis seront vraiment au rendez-vous? On le rappelle, c'est du 21 au 26 février. Non, mais le problème, ça se trouve seulement au niveau de l'opposition. Parce que la mouvance présidentielle a réussi à avoir 2 blocs. Oui. Ils ont dit dans leur déclaration que les autres aussi ont des problèmes, les blocs ont aussi des problèmes. Ce n'est pas leur rôle. La mouvance, pour ce que j'ai lu concernant une déclaration de Abdoulaye Gounou, en ce qui concerne le bloc républicain, a eu par exemple des problèmes dans 6 communes et ce problème a été résolu déjà. Ils ont eu des problèmes de certificats
Au lieu de délivrer attestation de résidence, les gens ont délivré certificat de résidence. Et c'est ça le ministère de l'Intérieur a constaté et les a rappelés à l'ordre. Ce qui veut dire qu'il y a quoi? Que même les partis, les formations, d'accord, sur réclamant de la mouvance présidentielle, ont eu des problèmes au niveau du ministère de l'Intérieur. On pouvait fermer les yeux là-dessus, mais c'est parce que le ministère de l'Intérieur certainement veut jouer la transparence qu'il a demandé à ceux-là d'aller se conformer à la loi. Et ils sont allés régler les problèmes de certificat de résidence. Et ils ont obtenu désormais attestation de résidence. À la date d'aujourd'hui, ce que l'opinion attend, l'opinion publique attend des gens de l'opposition, c'est les démarches qu'ils ont effectuées, d'accord, pour être à jour. Les démarches qu'ils ont effectuées pour se mettre ensemble. Les autres se sont mis ensemble, ils ont 2 blocs. À votre niveau, aujourd'hui, vous avez combien de blocs ou bien vous avez combien de partis politiques? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les FCBE iront aux élections seuls? Est-ce que USL ira aux élections seuls? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que Candide Azanaï est avec Boniaï? C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de nous dire, de dire à l'opinion publique, oui, nous sommes entendus parce que nous voulons qu'il y ait la paix, il y ait la démocratie, d'accord? Nous sommes entendus pour avoir 2 partis politiques dans l'opposition, en ce qui concerne l'organisation de l'opposition, ou bien nous voulons avoir aussi des blocs. Nous avons 3 blocs, 2 blocs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais faire des déclarations à tout vent, dire que ça ne va pas, les partis de la mouvance présidentielle ne sont pas à jour, nous n'avons pas eu la facilité à remplir les formalités. Je pense que, comme le dit l'un d'eux, c'est du pipeau. D'accord. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Oui. Selon vous, maintenant, dites-nous, si éventuellement on allait aux élections le 28 avril prochain, est-ce qu'il n'y aurait pas un contentieux électoral? Non. Eu égard de tout ce qui se passe dans le pays. Non, il n'y aura pas du tout de problème. Et s'il y a de problème, la Cour constitutionnelle est là pour trancher. Voilà. Et la Sénat est là pour organiser les élections. Voilà. Toutes les institutions de la République fonctionnent. Oui. Donc on n'a pas de problème. Le problème qui se pose ici, c'est des dysfonctionnements observés au niveau de l'opposition. Eux-mêmes, ils sont gênés. Quand ils viennent faire des déclarations et au lendemain, ils pondent encore des communiqués pour dire on voit qu'ils ne s'organisent pas. Il faudrait que... Nous avons la chance quand même d'avoir au pouvoir... Moi, je suis journaliste, mais c'est juste une observation d'avoir un régime qui s'organise. Et en temps normal, on devrait avoir une opposition qui s'organise bien pour quand même contrôler les actions du gouvernement, pour que nous assistons quand même à des débats d'idées, pour que notre démocratie soit encore au rendez-vous et démontre que vraiment au Bénin, il y a de la matière grise en matière de politique. Nous ne devons plus être, avec notre parcours politique en matière de démocratie, aujourd'hui, nous ne pouvons plus être dans des discours fallacieux où il faut dire ça ne va pas. Non, c'est le pouvoir qui devrait en temps normal en train de faire ces jeux de ping-pong, de faire des manœuvres pour troubler l'ordre public en ce qui concerne même l'organisation politique. Mais si l'opposition elle-même n'arrive pas à s'organiser pour affronter les velléités du pouvoir, je pense qu'il y a mal d'hommes. Il faudrait les rappeler à l'ordre. Votre idée sur la question, 30 secondes. Non, le contentieux électoral est prévu par les tests. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Lorsqu'on finit les élections et que les partis aux élections ne sont pas d'accord sur le processus, ils saisissent la Cour constitutionnelle qui est habilitée à trancher. Voilà. Très bien, on va évoluer. En 10 minutes, on va finir ce débat. On va parler, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Aujourd'hui, 20 février. Et ça, lorsqu'on regarde un peu dans l'actualité mondiale, on voit que depuis 2017, après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, par exemple en France, on lui fait un procès d'être un président des riches. Ici au Bénin, on estime que le président de la République ne fait pas suffisamment du social. Mais déjà, le gouvernement avait annoncé avant l'arrivée de cette nouvelle année que l'année 2019 serait une année éminemment sociale. On constate la création de certains programmes. Antoine Adoukounou, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a égalité des chances au Bénin en matière de prospérité partagée, des réformes du gouvernement, ainsi de suite? Non, moi je crois que... Et là, moi je veux parler en tant qu'économiste. Qu'est-ce que vous mettez dans le social? Parce que ce mot-là, les gens, le social, qu'est-ce qu'on met dans le social? Parce que, pour moi, toutes les politiques publiques visent in fine le social. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être de la société. Donc, placé sous cet angle-là,
Moi, je dis que tout est social. Lorsqu'on trace une route, pour moi, c'est social. Parce que ça a ses effets sociaux sur la population. D'accord? Donc, si c'est ça là, on ne peut pas dire que le social n'existe pas. Maintenant, les gens parlent du social tel que j'ai compris. Bon, moi, je ne parle pas des politiciens. Parce que les politiciens là, ils ont un autre problème. Ça là, ils ont un autre problème. Parce que c'est un thème galvaudé. Et lorsque vous arrivez quelque part où les gens parlent bien du président Talon, par exemple, la seule chose que l'opposant trouve, il dit oui, mais le social là, ça manque. Donc, ça là, moi je ne parle pas des politiciens. Non, ça, moi je ne parle pas des politiciens. Maintenant, peut-être que le social en termes de transfert, c'est là la question se pose. C'est-à-dire que vous recevez directement, comme ça. D'accord? Je pense que on ne peut pas, un gouvernement ne peut pas, on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait pas d'erreur, tout est rose. Non, c'est pas ça. Vous savez que Yahi Boni, c'est un homme populiste. Donc c'est évident que le régime qui va précéder le régime de Yahi Boni aura ces problèmes-là. Parce que vous savez qu'avec ces services seuls, tout ce qu'on a mis dans les églises, tout ce qu'on met, parce qu'il y a l'argent là, on donne en pagaille. Donc, quand quelqu'un est venu et ne fonctionne plus comme ça, celui qui avait facilement l'argent comme ça, lui peut dire que non, sous celui-ci là, il n'y a pas le social. Donc, c'est vrai, mais le gouvernement aussi travaille à corriger les choses. Vous allez voir, moi, si vous voyez aujourd'hui les microcrédits tels que c'est organisé aujourd'hui, vous allez voir que le président Talon, ce n'est pas qu'il a oublié le social, mais il veut organiser les choses pour que ça aille effectivement au destinataire au lieu de se mettre dans le théâtre. Regardez ce qui se passait dans les microcrédits. Et là, je parle en tant qu'homme politique qui a vécu le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que c'est une ou deux dames qui sont devant pour aller prendre l'argent de 200 ou 300 femmes. Et quand elles arrivent, c'est pour peut-être donner à 50 ou à 100 personnes. Et le reste, c'est elles-mêmes qui s'en accaparent. Lorsque les gens remboursent, ils ne viennent pas faire le point. C'est tout ça là qui fait les problèmes au niveau du Fonds national de la microfinance aujourd'hui. Et quelqu'un est venu là dire oui, ce social, je vais le faire. Mais je vais le faire avec méthode. Et aujourd'hui, c'est digital. Vous recevez les fonds sur votre portable. Il n'y a plus question que quelqu'un soit intermédiaire. Voilà. Et on ne peut pas en arriver là si on ne prend pas le temps d'organiser les choses. Si on veut s'inscrire dans l'éversitisme, est-ce que vous me voyez, m'as-tu vu? Ça veut dire que au même moment où on est venu là, on continue avec ce qu'on faisait. Non. Donc, le social, nous le souhaitons, ça va venir, mais il faut que l'on le fasse aussi avec méthode. Nous ne voulons plus du social à la lutte de ICC Service au Bénin. Nous ne voulons plus ça là. D'accord. Oui, c'est Firmin Sossou. La lutte pour l'assainissement des finances publiques, est-ce que ça se fait de façon ou de manière équitable? Vous avez parlé des finances publiques de façon équitable. Vous savez, je le dis, ce régime du président Patrice Talon, c'est un régime que nous devons accompagner, chacun dans sa position, parce qu'on voit une organisation. On voit une organisation. Le gouvernement engage des actions que l'on apprécie au début que des actions précipitées, des actions mal pensées, mais avec le temps, avec des jours, avec des mois, on se rend compte que tout était préparé. Les gens parlent du social. Le social a été organisé dans le projet de société du président Patrice Talon, le candidat. Mais aujourd'hui, cela se traduit par la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et il y a des compartiments par compartiment. Donc, la mise en œuvre se fait de façon rationnelle. Et quand vous parlez de l'assainissement des finances publiques, nous voyons aujourd'hui que le Bénin attire les investisseurs. Et toutes les organisations internationales chargées d'apprécier l'assainissement des finances publiques en Afrique attestent vraiment que le régime du président Patrice Talon est sur la bonne voie. Aujourd'hui, est-ce que
des opposants, que ce soit des opposants ou bien citoyens lambda, ont eu des problèmes, d'accord, avec l'administration. Et il s'est avéré que c'est par manœuvre politique ou par malorganisation de l'administration qu'il y a eu de tels scandales, il y a eu de telles choses. À combien de scandales nous avons assisté aujourd'hui depuis l'avènement du régime de Patrice Talon? Il doit avoir des imperfections, mais en réalité, il n'y en a pas. D'accord. Parce que le président de la République lui-même, il ne se montre pas comme quelqu'un, contrairement à ce que les gens pensent, qui gère sa propre entreprise. Non, il gère les choses de façon équitable. Celui, quand vous êtes un ministre, vous vous occupez de vos affaires, il vous interroge, il cherche à savoir ce qui se passe, comment vous gérez, et vous vous rendez compte. Mais lorsque vous êtes partisan et que vous êtes fautif, il laisse la justice s'occuper de vous. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler, si des gens ont des preuves, et ils savent que il y a eu telle chose au niveau de l'administration, c'est pas copinage, ça a été fait, ou bien qu'ils nous disent ce qui se passe. Je pense que le Bénin est aujourd'hui sur la bonne voie. Et dans la sous-région, un peu partout, nous sommes aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux et autres, les gens nous envient. Quand les gens observent ce qui se passe au Bénin, ils pensent que notre pays est sur la bonne voie. Et je pense que la gestion du président Patrice Talon, je ne sais pas désolé, va faire école en Afrique. Très bien. On va sortir avec une question pour tout le monde. Lorsqu'on parle de justice sociale ou encore d'égalité des chances, ça passe notamment par l'attribution des postes de responsabilité au sommet même de l'État. On a vu que peut-être certains régimes priorisent leurs partisans politiques, ainsi de suite, à la nomination de certains postes de responsabilité. Aujourd'hui, Antoine Adoukono, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce sens, le chef de l'État est un président juste? Non, je pense que en la matière, utiliser le mot juste, c'est trop fort. D'accord. Parce que nous sommes des humains. Oui. Et c'est normal que quand vous gagnez le pouvoir, vous ne pouvez l'exercer qu'avec ceux qui sont dans la même vision que vous. Parce que vous ne pouvez pas remettre une parcelle de pouvoir à quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même manière que vous. Ça veut dire que par voie de conséquence, vous ne pouvez associer que ceux qui sont avec vous. Ça, le principe de façon générale, c'est ça. Maintenant, il ne faut pas en exagérer. C'est là où se pose le hic. Et si nous devons être honnêtes, quand vous voyez bien ce qui se passe avec le président Patrice Talon, peut-être que vous n'êtes pas un homme politique. Moi, même qui suis ici, je suis un exemple. Moi, je n'ai rien eu sous le régime de Talon. Ça, je vais vous dire la vérité. Ne croyez pas que c'est parce que j'ai eu quelque chose que je viens ici, je fais... Non, 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 non. Mais tous les jours que Dieu fait, il n'y a pas cette semaine où je ne suis pas invité par les chaînes de la place pour défendre le régime. Mais est-ce que vous m'avez vu, on m'a placé quelque part? Vous pensez que c'est sous Yahi Boni là? Et qu'est-ce qui vous motive? C'est pour vous dire que oui. Ce qui est plus important, c'est le pays d'abord. Lorsque j'ai accompagné un président et que le président vient et qu'il travaille pour le pays, c'est déjà une avancée pour moi d'abord. C'est vrai, moi-même je ne l'accompagne pas pour accompagner, mais l'œuvre de Dieu est la meilleure. Mais je dis, peu de présidents peuvent le faire. Et je ne suis pas le seul. Les exemples sont légion. Oui. Ceux qui ont fait le régime même là, ce n'est pas ceux qui ont rejoint après. Nous qui avons commencé depuis que Talon est en France là, la plupart d'entre nous, on n'est pas logés au bon enseigne. Oui, et les gens qui sont FCBE sont à leur poste jusqu'à aujourd'hui. Allez vous renseigner. Très bien. Il n'est pas venu pour dire, quand vous êtes FCBE là, allez vous renseigner, vous êtes des journalistes d'investigation. Ceux qui ont fait l'ancien régime là, ils sont toujours là. Et nous, on les envie même. Nous, on les critique. Nous, on dit, pourquoi vous allez manger 10 ans? Et nous, on est venus maintenant. Vous ne voulez pas nous donner le temps. Et vous êtes encore là. Oui, très bien. C'est parce bien. que nous, si moi, je peux voir le président Talon, c'est la première reproche que je vais lui faire. Je vais lui dire, mais pourquoi tu nous as laissé nous autres adjoints? Et ceux qui ont déjà fait 10 ans là, ils sont encore là. Très bien. Donc, c'est un président, oui, en fait, qui est impartial. D'accord, voilà. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Très bien. Merci. Oui, Fibre. Non, je pense que à la matière, le régime fait déjà ses preuves. Mais il faut d'abord faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle les postes politiques et il y a les postes administratifs. Les postes politiques, vous ne pouvez
mettre que des gens, d'accord, qui sont avec vous, qui ont la même conviction que vous, et qui sont loyaux, des gens qui sont loyaux du moins, et qui veulent vraiment mettre en œuvre ce que vous avez prévu comme programme. Donc, à ces postes, on met des partisans, mais des partisans qualifiés. Et je pense que déjà, dans la démarche du régime, et avec tout ce que le président de la République fait, on doit sentir qu'il aime la promotion de l'excellence. Il aime la promotion de l'excellence. Il met à la place qu'il faut celui qu'il faut. Tout, il n'y a pas d'homme parfait. Lorsque, avec le temps, il se révèle que celui-là n'est pas compétent ou bien il a des plaies, il essaie de manager et de coacher sans faire du bruit, sans faire du tapage. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le Bénin, nous devons nous accompagner le régime. C'est même pas qu'on ne doit même pas voir je suis opposant. Non, il s'agit de notre pays, il s'agit de l'avenir des générations futures. Très bien. Merci infiniment. Vous, Firmin Sossou, journaliste, merci d'avoir été sur ce plateau. Antoine Aroukonou, acteur politique, merci aussi d'avoir participé à la causerie de ce matin. C'est la fin donc du débat de ce matin.